Bonjour à celles et ceux qui nous suivent dans ce nouveau Mamcast dans lequel nous allons parler de ce que certains appellent l'occupation illégale de la Palestine, ce que d'autres appellent le conflit israélo-palestinien. En tout cas, dès l'appellation, on se rend compte, et sans jeu de style, que nous sommes dans le conflit de tout le conflit. Religion, droit international, humanitaire, armement, politique, imaginaire, histoire avec grand H, mythe, morale, etc. Tout y passe. Pour réfléchir sur ce sujet que nous allons aborder avec un angle d'attaque particulier qui est de suivre le parcours personnel d'un romancier, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous aujourd'hui Monsieur Jacob Cohen. Merci d'avoir répondu à l'appel. C'est un plaisir. Alors, Monsieur Jacob Cohen, né à Meknes, licencié en droit à Casablanca, puis diplômé de Sciences Po Paris. Vous avez été maître assistant à la faculté de droit de Casablanca. Vous êtes aujourd'hui auteur de 7 romans, dont bientôt un 8e. Nous allons peut-être pouvoir en parler un peu à la fin. Pourquoi pas. Vous vivez actuellement à Paris et vous militez activement contre le sionisme et les politiques qui le soutiennent. Tout à fait, oui. Alors, on va commencer avec une question un peu... On va partir des romans, de l'imaginaire un peu. Une question qui peut paraître banale, mais je pense que vous allez en cerner toute la portée. Pourquoi le choix du roman comme outil d'expression? D'abord parce que j'aime les romans. Je suis un grand lecteur de romans, d'une part. Et je ne suis pas quelqu'un qui garde beaucoup de dossiers. Donc pour faire des essais, il faut des chiffres, etc. Et il y a une raison, je crois quand même, qui me touche, c'est que j'ai envie de rendre les personnages plus vivants, des situations plus vivantes. Moi j'ai l'impression que ça serait un peu sec de dire, voilà, les Juifs marocains sont partis en Israël parce qu'ils se sentaient mal, etc. Mais comment exprimer ce mal-être, comment exprimer ce malaise, sinon par des situations concrètes. Voilà. Et donc je mets des gens en situation, et ça les rend plus proches du lecteur. Je pense que le lecteur, il sent quand même, il vit ce que vivent les personnages. Et donc le roman me permet à moi de mettre en situation, même quand il s'agit par exemple des Sayanim, c'est-à-dire de ces agents qui travaillent, des Juifs qui travaillent pour le Mossad, à Paris par exemple. J'ai choisi le roman parce que j'ai envie de les mettre en situation. J'ai envie d'imaginer comment ils fonctionnent, quel dialogue ils peuvent avoir entre eux, comment ils veulent, comment ils réagissent par rapport à certaines situations. Voilà, le roman me paraît être, pour moi en tout cas, oui, une arme intéressante. Tout à fait. Alors, justement, en parlant de roman, on va en commencer avec un personnage assez intéressant. Oui. C'est dans votre roman Les Noces du commissaire. Oui. Ça raconte, alors je ne vais pas tout dire, mais ça raconte comment un homme d'affaires juif très brillant, vivant au Maroc. Alors, j'ai pris une petite phrase qui, dès le début, avec laquelle vous décrivez le personnage, qui est assez intéressante. Vous dites « Sa réussite exceptionnelle l'avait amené à côtoyer d'autres milieux où l'on jongle avec les milliards et où les sentiments faisaient figure d'anachronisme. » Ça donne un peu une idée du personnage. En tout cas, ce personnage va se voir petit à petit dépossédé de son holding. Tout à fait. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous racontez justement à travers cette histoire? Si vous voulez, moi, ce qui m'intéressait, c'est que l'histoire des Juifs au Maroc et leur départ sont des énigmes pour les Marocains. Souvent, on me dit, mais pourquoi ils sont partis? Et dans les journaux, on se pose la question, et tout le monde se pose la question, mais enfin, pourquoi ils sont partis? Et on fait semblant de ne pas savoir. Enfin, moi je dis qu'on fait semblant, c'est-à-dire on veut éviter de regarder la réalité. Voilà. Et la réalité c'est quoi? C'est que beaucoup de forces nationales marocaines ont tout fait, comme le Parti de l'Istiqlal, je le cite, il n'y a pas de problème. En particulier le Parti de l'Istiqlal a tout fait pour que les Juifs s'en aillent. Voilà. Parce que c'était des concurrents directs. Seulement, on a utilisé certaines méthodes. Par exemple, on a poussé on s'est arrangé avec les sionistes pour leur livrer des dizaines de milliers de juifs, par exemple. On a poussé des hommes d'affaires qui étaient très prospères. On a commencé à grignoter leurs avoirs, c'est-à-dire à s'associer avec eux. Et les juifs ne pouvaient pas refuser, puisque ces fascistes avaient la haute main sur l'administration. Donc ils leur disaient, mon frère est ministre, mon cousin est ceci, etc. Et donc les juifs ne pouvaient pas faire autrement. Donc ils leur cédaient 20%, 30%, etc. jusqu'à ce qu'ils leur prennent tout. Et donc ça s'est passé dans tous les milieux, que ce soit par exemple dès qu'il y a un juif travaillé dans une banque, ou au ministère des Finances, ou n'importe où, on essayait
de le coincer, disons, de lui rendre la situation délicate jusqu'à ce qu'il s'en aille. Et effectivement, ils ont réussi, au-delà de leurs espérances, puisque 99,5% des Juifs sont partis. Et ceux qui restent envoient leurs enfants à l'étranger systématiquement. Donc c'est une réussite totale. Voilà. Et moi, ce qui m'intéresse à travers ce personnage et cet homme d'affaires, c'est qu'il a joué le jeu de son pays, c'est-à-dire du Maroc, il a investi, il a développé un holding, un des premiers holdings. C'est une histoire qui est tout à fait réelle, c'est-à-dire, c'est un roman, mais l'histoire est vraie. Et donc, ce juif a construit le plus grand holding du Maroc, et puis à la fin, il a été obligé de le céder. Céder ce holding, d'accord. Alors, justement, plus on plonge dans le livre, et il y a très clairement ce qu'on lit à travers le livre, c'est que les familles Fessi ont vu quelque part une concurrence économique. Tout à fait. Oui. En l'occurrence, c'est ce qui ressort en tout cas, très clair vis-à-vis des familles juives, et qu'elles ont tout fait pour faire quitter les Juifs. Exactement. C'est-à-dire que les Fassis n'ont pas joué... Vous savez, les Fassis n'ont pas fait ça seulement avec les Juifs, ils essaient avec les Berbères aussi. Oui. Seulement les Berbères, ils ne pouvaient pas les faire partir. Les Juifs, oui. Parce que le Juif se dit, après tout, si on ne veut pas de moi ici, je peux aller ailleurs. Et donc il part au Canada, il part à Paris, à Madrid, etc. Et il trouve son bonheur. Alors que l'arabe du coin, etc., le berbère, il ne peut pas faire ça. Et en même temps, les Fassis se sont arrangés pour, comment dire, il n'y avait pas seulement le monde des affaires, il y avait pratiquement dans tous les milieux. Il y avait par exemple, Abraham Sarfati racontait qu'en 1960, il y avait un ministre qui voulait emmener un haut fonctionnaire juif. Et les journaux de l'Istiklal se sont élevés contre cette participation d'un juif, parce que pour eux, c'était pas un vrai Marocain. En fait, on a tout fait pour leur faire sentir qu'ils n'étaient pas des Marocains. Pour dire, par exemple, très simplement, mon père, qui avait un magasin à Meknes, dans un quartier marocain, musulman, Skakin, et il ne commerçait qu'avec des musulmans. Après la guerre de juin 67, à laquelle il n'avait pas participé évidemment, le parti de l'Istiklal a envoyé un militant devant le magasin de mon père, disant aux gens qui venaient acheter chez mon père, Masri Ushan Yehoudi. D'accord. Et donc mon père, au bout de quelques mois, il ne savait pas où aller, il est parti en Israël, mais il ne voulait pas y aller lui. D'accord. D'accord, c'est extrêmement ça. Alors, vous me facilitez un peu la transition en parlant de l'année 1960, parce que c'est une année extrêmement charnière. Donc, du coup, on dit le Maroc laisse officiellement partir les Marocains juifs pour Israël. Il y a des tractations qui commencent avec Israël. Il y a la venue de Nasser. Il y a des actes antisémites qui commencent qu'on commence à constater. Quel regard portez-vous sur ces années-là au Maroc ? Je crois que les autorités marocaines ne voulaient pas le palais. Le palais ne voulait garder les Juifs. Mais la pression du Mossad était trop forte. Non seulement au Maroc, mais à New York, etc. On a fait des pressions énormes sur le palais. Et je crois que de toutes les façons, la monarchie marocaine ne pouvait pas faire autrement que d'accepter, de se soumettre au diktat des sionistes, c'est-à-dire de laisser partir les Juifs. Et donc à un moment donné, à partir de 1961, on a ouvert les vannes. Bien. On a ouvert les vannes, c'est-à-dire que les familles partaient avec un simple laissez-passer, pour une famille entière. Donc en quelques jours, il y avait des milliers qui partaient. Bon. Ceci étant dit, si les sionistes ont trouvé une oreille attentive chez les Juifs du Maroc, c'est qu'il y avait des raisons. Voilà. Et les raisons, c'est quoi? C'est que après l'indépendance, les Juifs du Maroc ont très vite vu et compris qu'ils ne seraient jamais considérés comme des citoyens à part entière. Voilà. C'est-à-dire que quelque part, il y avait, c'est pas un antisémitisme officiel, il n'y avait pas de loi anti-juive, mais ils savaient très bien que leur situation était délicate, était précaire. S'ils allaient devant la justice, un Cohen contre un Benani, ils n'avaient pratiquement pas de chance, etc. Et donc cette précarité était entretenue aussi par le parti des Istiklal, par les autorités. Et il y avait un certain antisémitisme sous-jacent. Quand vous m'avez parlé tout à l'heure de Nasser qui est venu à Casablanca, c'est pas vrai qu'il y a eu des actes antisémites, mais on les a grossis. D'accord. Bon. Et en même temps,
par exemple, il y a eu un mouvement de boycott en 1967. Donc il y a eu tous ces petits éléments qui ont fait que les Juifs, petit à petit, ont acquis la conviction, comme moi par exemple en 1967 après la licence, je me suis dit il faut partir. Alors qu'on ne m'avait rien fait, mais j'avais cette certitude-là qu'il fallait partir. Donc on le sait, on a vraiment acquis cette conviction. Et d'ailleurs, c'est pas le sionisme n'est pas en cause. Pourquoi? Parce que si le sionisme a fait partir la moitié des Juifs en Israël, l'autre moitié est partie ailleurs. On n'avait pas envie d'aller en Israël, mais avait envie de quitter le Maroc, quoi qu'il en soit. Voilà. Donc ils sont partis au Canada, en France, etc. Alors, ça me fait penser, en commençant à parler de ces actes et de cette atmosphère que vous décrivez, ça me fait penser du coup à un autre roman, un de vos romans, Du danger de monter sur la terrasse, où dès les premières pages on est livré à l'enlèvement d'Esther, la petite fille. Est-ce que ce genre de kidnapping a vraiment existé? Est-ce que c'est de l'imaginaire? Vous connaissez des histoires similaires? Moi je ne connais pas, personnellement. D'accord. Mais quand j'ai lu un livre racontant ces enlèvements, d'abord le livre donnait des détails, et j'ai interrogé des vieux juifs et qui ont dit que oui, qu'il y a eu des cas semblables, mais je raconterai tout simplement ceci. La communauté juive publiait dans les années 50 et jusque dans les années 60, une revue qui s'appelait La Voix des communautés. Et j'ai vu les facsimilés de La Voix des communautés des années 60-61, où en gros titre, en couverture, la communauté implorait les autorités qu'on arrête ces kidnappings. Et non seulement qu'on les a... Enfin, regardez la situation des Juifs, comment elle était délicate, précaire et soumise, de dimitude. C'est que les Juifs, citoyens marocains, ne demandaient pas le retour de leur fille et la condamnation des coupables. Ah non, ça serait trop demandé. Non, ils demandaient juste, humblement, respectueusement, que de tels actes ne se reproduisent pas. Donc il y a eu effectivement des cas comme ça. Et non seulement il y a eu, mais les journaux de l'Istiklal, l'Alam, publiaient des annonces de triomphalisme. D'accord. Pour, soi-disant, des filles se sont converties. Alors c'était des mineurs, c'était des filles de 10-11 ans. Mais pour eux, c'était des victoires de l'islam. Et évidemment, ça introduisait aussi cet élément d'insécurité dans les...